Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci au secrétaire perpétuel de cette Académie pour son aimable invitation à ce très très beau colloque. Alors, bien sûr, on a déjà parlé du droit français, déjà parlé du droit pénal, donc j'ai l'impression que je vais me répéter un tout petit peu, mais je vais faire un exposé un petit peu sous l'angle qui est ma spécialité, c'est-à-dire non pas d'une pénaliste, mais d'une constitutionnaliste et spécialiste du droit des libertés fondamentales, constitutionnellement et conventionnellement protégées. Une petite précision par rapport à ce qui a été dit hier. Dans le droit pénal français, il y a une distinction de chapitre entre les discriminations proprement dites et les délits de parole et d'écrit. C'est pas dans le même endroit du code pénal, c'est pas la même chose. Les discriminations sont réprimées dans des articles spécifiques du code pénal, et puis dans le code pénal, il y a un chapitre qui s'appelle Loi de 1881 sur la liberté de la presse, et c'est dans celle-là que l'on rajoute les délits de presse, quel que soit le support. Alors là aussi, on en a parlé hier, presse écrite, télévision, tweet, Internet, tout y passe. C'est-à-dire que c'est tous les supports possibles de la parole et de l'écrit qui sont visés par cette législation, dite législation sur la presse, qui date de 1881, mais dont l'état actuel n'est plus du tout celui qui était en place en 1881. Alors, les libertés d'opinion et d'expression sont au cœur, bien sûr, de l'articulation entre démocratie et libéralisme. La démocratie suppose le suffrage, donc l'option et donc la liberté de choisir. Et pas plus le peuple dans son ensemble que l'individu seul n'est libre dans un sens unique obligatoire pour que les choix puissent exister et ne soient pas purement formel, pour reprendre le vocabulaire marxiste. Il existe un minimum de préconditions libérales dans la société, dont la liberté d'expression, le pluralisme des médias, de la presse et la liberté de la recherche constituent des piliers. Incontestablement, pour reprendre un titre aronien, démocratie et totalitarisme ne vont pas ensemble. Alors c'est ce que rappellent aussi nos textes et nos jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intégrée à notre Constitution, nous dit d'emblée, dans l'article 11, que la libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme, et même la révision constitutionnelle de 2008 a encore rajouté à l'article 4 de la Constitution française, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, maladroitement rédigé sur ce point, je dois dire, dit « toute personne a droit à la liberté ». Cette façon de transformer en créance les libertés m'agace toujours dans cette convention, mais enfin, toute personne a droit à la liberté d'expression, et ce droit comprend la liberté d'opinion. Alors qu'en principe, l'expression, c'est celle d'une opinion déjà faite avant. Enfin, c'est mal rédigé, mais enfin, tout y est quand même. Et ça comporte bien sûr le droit de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Et les juges respectifs de ces deux textes, Conseil constitutionnel français et Cour européenne des droits de l'homme, ont rappelé le caractère absolument essentiel de la liberté d'expression dans les sociétés démocratiques, la CEDH notamment dans le fameux arrêt Handyside de 1976. Mais ces textes français prévoit la liberté, mais prévoit explicitement les limites. L'article 11 de la Déclaration de 89 dit « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Et l'article 10, alinéa 2 de la Convention, prévoit aussi le chapelet habituel des limites aux libertés reconnues par la Convention. On en a parlé hier. Sécurité nationale, défense de l'ordre, prévention du crime, protection de la réputation et des droits d'autrui. C'est déjà une différence par rapport au droit américain, puisque le premier amendement de la Constitution américaine affirme péremptoirement « Le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de la parole et de la presse, point ». Aucune limitation n'est prévue explicitement par le premier amendement. On aurait pu croire que c'était peut-être une différence purement fortuite pour deux textes qui ont été en 1789 rédigés au même moment pour ce qui est de la déclaration et du premier amendement. En réalité, on verra que c'est un véritable fossé
qui s'est creusé entre les États-Unis et l'Europe sur cette question. Alors, l'époque contemporaine ne connaît sans doute pas de nouvelles grandes doctrines politiques totalitaires comme le communisme ou le fascisme, mais force est de reconnaître cependant que l'obsession égalitaire, issue d'une conception sociologique et non plus politique de la démocratie, assortie de son corollaire qui est le principe de non-discrimination qui tente un petit peu à dériver en abolition du discernement, aboutit aujourd'hui quand même à l'imposition d'une doxa qui est pénalement sanctionnée. Alors, cette construction d'un édifice pénal très important a commencé donc au début des années 70, puis dans les années 90, par des revendications de type ethno-racial et religieux. Et puis, ça s'est prolongé dans la construction de cet édifice, et donc prolongé au début du XXIe siècle, sous l'influence, cette fois-ci, du féminisme et de l'idéologie du genre. Et cette évolution globale, ce que je montrerai au final, s'inscrit en réalité dans un mouvement beaucoup plus large de subjectivisation et de privatisation du droit et des institutions, une sorte de reféodalisation de la chose publique. Alors tout d'abord, les revendications ethno-culturelles, trois étapes en quelque sorte dans la construction de celle-ci, la loi Pleven dont on a parlé tout à l'heure, puis les lois mémorielles avec la loi Guessot qui lance l'engrenage de la surenchère mémorielle et de toutes celles qui vont suivre, et puis le tout a débouché récemment sur un renouveau des procédures de censure préventive en cas d'échec ou d'insuffisance du dispositif pénal. Alors, premier point, la loi Pleven, on vient déjà d'en parler, Monsieur Nemo a rappelé, la loi donc de 1881 sur la presse, dans son esprit initial, incriminait traditionnellement l'injure ou la diffamation commise à l'égard de tout individu pour quelque cause que ce soit, c'était du droit commun. Et je vais montrer comment on va passer progressivement à un droit plutôt communautaire qu'un droit commun. Alors, il y a eu une première brèche en la matière à la suite d'un certain nombre de publications antisémites à travers la loi de pouvoirs spéciaux du 19 mars 1939, dite loi Marchandeau. Mais c'est surtout après la ratification par la France de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale que va intervenir la fameuse loi Pleven. Alors effectivement, la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été introduite en France en 1971, a une rédaction très prudente. Rédaction très prudente en ce sens que les États s'engagent à déclarer punissables par la loi les provocations à des actes de violence et seul strictement le racisme est visé car il est parlé de race, d'ethnie et de couleur. Surtout, la Convention prend soin d'éliminer le critère national en disant les différenciations entre ressortissants et non ressortissants ne sont absolument pas visées par la Convention. Il y a vraiment là toute une série d'exclusions. Et puis surtout également, cette Convention réserve bien sûr la liberté d'expression visée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ce qui s'est passé, et M. Nemo l'a remarqué, c'est que la loi Pleven est allée beaucoup plus loin. Elle est allée beaucoup plus loin que la Convention de l'ONU. Elle a retenu des critères qui ne sont pas du tout ceux de la Convention de l'ONU, c'est-à-dire qu'au strict racisme, elle a ajouté l'appartenance ou la non-appartenance à une nation, l'appartenance ou la non-appartenance à une religion. Alors déjà, le terme est très réactionnaire parce qu'on n'appartient pas à une religion. Hein. On choisit une religion, on l'embrasse, mais on n'appartient pas à une religion. C'est tout à fait aux antipodes de la philosophie révolutionnaire française. Et puis aussi le critère national, c'est-à-dire qu'elle introduit le critère que justement la Convention de l'ONU avait voulu éliminer. Ensuite, deuxième problème, c'est que c'est pas la provocation à des actes de violence, c'est la provocation à la haine ou à la discrimination. Et là, on rentre évidemment dans du subjectif beaucoup plus difficile à évaluer. Et surtout,
Ce qui, du point de vue républicain français, commence à poser problème, c'est que non seulement ce sont les injures, diffamations, provocations à la haine à l'égard d'une personne, mais d'un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'on commence à faire rentrer dans le droit français la notion de groupe, alors que pourtant, on le sait, le Conseil constitutionnel va très régulièrement dire il n'y a pas de droit collectif en France, il n'y a pas de droit de groupe en France en raison de l'unité, de l'indivisibilité de la République. Et donc là, du point de vue du principe d'égalité, on va commencer à voir flancher un petit peu la jurisprudence constitutionnelle française. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi a été adoptée en 1972 à l'unanimité. 72, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas encore introduit le préambule dans ses normes de référence, donc il n'y a pas encore les droits et les libertés dans les normes de référence du Conseil constitutionnel. Et puis la révision de 74 n'a pas eu lieu, donc l'opposition ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. De toute façon, il n'y avait pas d'opposition en la matière puisque la loi a été adoptée à l'unanimité. Donc pas de contrôle du Conseil constitutionnel. Cependant, vous le savez peut-être, en 2008, nous avons introduit dans notre Constitution un procédé de contrôle des lois a posteriori. Lorsqu'un justiciable s'estime victime d'une loi qui violerait ses droits et ses libertés, il peut soulever ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, demandant, selon le cas, à la Cour de cassation ou au Conseil d'État de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il était prévisible que la loi Pleven fasse l'objet d'une QPC, c'est effectivement arrivé, mais la Cour de cassation a jugé dans une décision du 16 avril 2013 que la question de la conformité de cette loi à la liberté d'expression ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux et a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel, s'érigeant donc elle-même en contrôle de constitutionnalité puisqu'elle dit la question n'est pas sérieuse, ça veut dire que c'est parfaitement conforme à la Constitution. Et on sait qu'au tout début, la Cour de cassation n'appréciait pas la procédure qui l'oblige à renvoyer une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et elle a beaucoup bloqué de grandes lois en refusant de les transmettre au Conseil constitutionnel. Alors la deuxième étape, c'est celle des lois mémorielles que va amorcer la loi dite Guessot. Alors, loi Guessot, mais qui va être, comme l'a dit notre historien Pierre Nora, la mère de toutes celles qui vont suivre, parce que les personnes qui vont réclamer les lois suivantes disent on veut la même chose que celle qu'il y a dans la loi Guessot, il n'y a pas de raison que ce soit que celle-là. Évidemment, c'est la surenchère mémorielle qui va suivre. Alors ce texte introduit donc un article 24 bis dans la loi de 1881 sur la presse qui punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté l'existence des crimes, pour faire vite je dis, des crimes jugés à Nuremberg. Alors la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans son arrêt Garaudy contre France du 24 juin 2003 que la loi Guessot n'est pas contraire à la liberté d'expression garantie par la Convention. Elle a estimé qu'il ne fait aucun doute que contester la réalité des faits historiques clairement établis tels que l'Holocauste ne relève en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité, qu'il s'agit de réhabiliter le régime national-socialiste et par voie de conséquence d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes. Et elle conclut que la négation ou la révision de ces faits remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc la Cour juge que la loi Guessot est conforme à la Convention. Restait le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi non plus en 1990 de la loi Guessot. Là, pareil, on s'attendait bien. Et vraiment tout le monde attendait la QPC sur la loi Guessot. On l'attendait d'autant plus que Robert Badinter lui-même a toujours était un petit peu sceptique à l'égard de cette loi et il avait dit que quand elle a été votée et qu'il présidait le Conseil constitutionnel, il aurait bien aimé que le Conseil soit saisi de cette loi pour pouvoir dire ce qu'il en avait à dire. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que au Conseil constitutionnel, les personnes qui n'étaient pas très favorables à cette loi n'étaient pas celles qu'on en attendait d'ailleurs. Alors, on attendait ça avec impatience, grand suspense. Voilà, l'occasion se présente bien entendu dans une affaire pénale qui met en cause Jean-Marie Le Pen et le journal Rivarol. Et là, que fait la Cour de cassation ? Eh bien, par un arrêt du 7 mai 2010, elle refuse
de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que ça n'est pas une question sérieuse, tout simplement. Donc elle refuse de transmettre et elle s'arroge encore le contrôle de constitutionnalité de la loi en disant manifestement elle est conforme à la Constitution, et le Conseil constitutionnel reste les bras ballants en disant zut, on a loupé la loi Guesso, on n'a pas eu l'occasion de l'examiner. Alors là, il y a eu une très très forte réaction des juristes et notamment des membres du comité Balladur qui avait été à l'origine de la QPC, qui avait dit alors s'il n'y a pas de QPC sur la loi Guesso, il n'y en aura jamais, quelque chose ne va pas à la Cour de cassation. On a rectifié d'ailleurs un peu la procédure de la Cour de cassation à la suite de ça. Alors, la loi Guesso ouvre donc la surenchère mémorielle et vont suivre toutes les autres. Alors, après des mois de harcèlement du Sénat par les associations arméniennes, le Parlement a fini par adopter, le 29 janvier 2001, la loi reconnaissant publiquement le génocide arménien de 1915. Mais dans un premier temps, ce texte n'a été que déclaratif. Reconnaît publiquement, point, pas de répression pénale. Ensuite arrive la loi Taubira, dont M. Nemo a parlé, qui reconnaît à son tour que la traite et l'esclavage transatlantique sont un crime contre l'humanité, mais n'assortit pas cette reconnaissance d'un délit de négationnisme. Le délit figurait dans le projet de loi initial, mais il va être supprimé en cours d'examen pour une raison d'objection constitutionnelle. Là-dessus, les associations arméniennes ne se sont pas contentées de la simple reconnaissance, sont revenues à la charge pour exiger cette fois-ci un délit de négation du génocide arménien. L'Assemblée nationale adopte le texte le 12 octobre 2006. Il arrive au Sénat et il ne va pas bouger du Sénat. Le Sénat va l'enterrer. Il est vrai que là, les associations de juristes, d'historiens et d'intellectuels, les pétitions commencent à pleuvoir en disant stop, 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 arrêtons la pénalisation de l'expression et de la recherche. Leur inquiétude a encore été accentuée par l'adoption, on le sait, d'une décision cadre de l'Union européenne du 28 novembre 2008 qui impose aux États membres de réprimer l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de génocide, etc. Alors le Sénat avait donc enterré le projet de loi, la proposition de loi Arménie. Alors les associations campaient devant le Sénat pendant 2 mois, jour et nuit, ça a été un lobbying intensif. Et puis finalement ils reviennent à la charge et on a fini par adopter la loi du 23 janvier 2012 qui punit des mêmes peines que la loi Guesso ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide reconnus comme tels par la loi française. Alors, de nouveau, les historiens et les juristes se manifestent. Le bureau de l'Association française de droit constitutionnel, dont je fais partie, chose tout à fait exceptionnelle, dépose un amicus curiae devant le Conseil constitutionnel qui avait été saisi d'un recours des parlementaires. Et dans sa décision du 28 février 2012, le Conseil censure la loi en estimant qu'en réprimant la contestation de l'existence et de la qualification juridique, il a bien statué là-dessus, de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. Alors, une mission d'information parlementaire sur les questions mémorielles a estimé dans un rapport rendu en novembre 2008 qu'il ne fallait pas remettre en cause les lois existantes, mais qu'il ne faudrait plus en voter de nouveau à l'avenir, et que le procédé de la résolution parlementaire non normative introduite dans la Constitution française en 2008 devrait désormais suffire à satisfaire les associations, mais pas de loi pénale, plus de loi pénale sur le sujet. Ce qui n'a pas empêché les tuyaux de l'Assemblée nationale et du Sénat de continuer à se remplir de propositions de loi, de reconnaissance et de négation du génocide vendéen, du génocide zigane, enfin, et bien sûr, aux élections présidentielles de 2012, les candidats Sarkozy et Hollande ont tous les deux promis encore aux associations arméniennes qu'ils leur referaient une loi parce que le Conseil constitutionnel avait été très méchant à leur égard. Alors, l'inefficacité de la loi pénale va nous amener récemment, nouveauté, c'est le retour de la censure préventive avec l'affaire Dieudonné.
Alors là aussi, grosse agitation chez les juristes français, gros débat, tout le monde se déchire sur la question de l'affaire Dieudonné. Alors je vous la rappelle, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, constatant que M. Dieudonné a été condamné pénalement sur le fondement des lois dont on vient de parler, se fiche royalement de ces condamnations qu'il n'exécute pas, décrète qu'il va désormais adresser une circulaire à ses préfets leur disant que partout où va se dérouler le futur spectacle de Dieudonné, il faudra l'interdire. Ce que vont faire un certain nombre de préfets ou de maires. Et bien sûr, le tout va arriver en ordonnance de référé liberté devant le Conseil d'État français, qui est juge des actes administratifs. Et le Conseil d'État français va rendre en urgence 3 ordonnances des 9, 10 et 11 janvier 2014, dont la première était motivée de façon si contestable qu'il a complètement changé sa motivation dans les 2 secondes. C'était exactement les mêmes faits, mais il y a eu tellement de remous à la suite de la motivation de la première qu'ils ont changé en vitesse leur motivation pour les 2 ordonnances suivantes. Alors le Conseil d'État dit des choses un peu étranges, je ne rentre pas ici dans le détail parce que ce serait trop long. Il dit que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale, on n'avait jamais vu le Conseil d'État parler de cohésion nationale. Alors, propos donc pénalement répréhensibles, de nature à mettre en cause la cohésion nationale, les allégations selon lesquelles donc ces propos ne seraient pas repris dans les futurs spectacles ne suffisent pas pour écarter le risque qu'ils soient de nouveau portés de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacré par la déclaration de 1789 et par la tradition républicaine. Et il juge que le préfet n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en interdisant le spectacle. Alors ces ordonnances ont été très très vivement débattues en doctrine constitutionnelle et publiciste. Du point de vue d'abord de l'admission jurisprudentielle d'un régime de contrôle préventif en matière de spectacle, c'est quand même une nouveauté, et d'autre part la motivation retenue a également été extrêmement discutée. Il est vrai qu'invoquer la tradition républicaine pour justifier une censure préalable était quand même un tout petit peu osé. Et puis c'est l'usage, une fois de plus, du mot dignité, dont certains ont dit qu'autrefois elle était l'alliée de la liberté et qu'en ce moment elle est en train de devenir son bourreau. C'est l'usage également du mot dignité dans un arrêt du Conseil d'État qui a soulevé beaucoup de polémiques. Et effectivement, sur le fondement de l'affaire Dieudonné, actuellement, il y a une nouvelle demande d'interdiction d'une exposition, la fameuse Exhibit B, où évidemment les associations noires disent, eh bien, puisqu'on a interdit Dieudonné, on doit interdire aussi cette exposition qui porte atteinte à la dignité des Noirs. Ils accusent l'exposition de négrophobie, puisque actuellement, selon l'expression de Philippe Muret, le droit français devient une véritable cagophobe. Il n'y a plus que des phobies qui sont partout réprimées. Alors ceci nous amène aux revendications de type sexuel. Ici, j'irai un petit peu plus vite. C'est-à-dire que l'offense aux communautés ethno-raciales a été complétée par tout un arsenal désormais qu'on pourrait résumer dans l'idée d'offense au genre. Alors c'est une loi de 2004 donc qui a réprimé également l'injure, la diffamation et la provocation à la haine à raison de, puisque c'est ça la motivation. Alors, il y a 3 chefs, le sexisme, l'homophobie et l'andiphobie, parce qu'évidemment, les associations de handicapés et les associations féministes se sont ralliées derrière en disant « et nous, et nous, et nous ». Et donc, on a rajouté le sexisme et l'andiphobie à ce texte. Et depuis, on a également adopté une répression de la transphobie en 2012. Alors, transphobie, on a essayé de comprendre ce que c'était, parce que c'est pas écrit homophobie dit transphobie dans les textes, contrairement à ce que font les Italiens actuellement. C'est écrit orientation sexuelle pour l'homophobie, et pour la transphobie, ils ont appelé ça identité sexuelle. J'ai lu les travaux préparatoires et j'ai rien compris à la distinction entre les deux, et manifestement, il y avait une confusion intellectuelle assez forte chez nos députés et nos sénateurs sur ces questions. Alors là aussi, effectivement, le moins qu'on puisse dire est que députés et sénateurs français semblent avoir perdu de vue quand même les exigences de la rigueur juridique, car
plus aucun concept juridique n'est défini avec rigueur dans les débats qui tombent dans la compassion assez étrange. Et il n'y a plus de rigueur dans nos débats et c'est assez effectivement inquiétant. Alors, en tout état de cause, tout ça a été aussi complété par de la prévention et notamment tout un programme de rééducation scolaire qui a été mis en place avec, évidemment, là aussi, retour de bâton, c'est-à-dire que le Conseil d'État a dû annuler une circulaire, notamment du ministre de l'Éducation nationale, qui incitait les enfants à aller sur des sites qui n'est pas tout à fait réservé aux enfants, d'après ce qu'a dit le Conseil d'État. Il a donc annulé la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Donc il y a un retour de bâton finalement contre cela. Alors on a encore complété et on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres réclamations de ce genre. Alors en revanche, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que parallèlement disparaissent du code pénal un certain nombre d'outrages ou d'offenses à l'État et aux institutions. Et c'est ce mouvement sur lequel je voudrais conclure, c'est que on voit une explosion des délits d'offense à des communautés et en parallèle une régression des délits d'offense à la chose publique, aux institutions et à l'État. Et le délit d'offense donc à chef d'État étranger a été supprimé du code pénal à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Colombani contre France. Récemment, on a supprimé le délit d'offense au chef de l'État français à la suite de l'arrêt Éon contre France rendu également par la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme qui vient aussi de condamner la France parce qu'elle ne reconnaissait pas la liberté syndicale à ses militaires. Donc on sent que c'est la protection de l'État qui, elle, s'affaiblit, tandis que la protection des fractions de la population augmente. Alors je rappelle quand même une belle phrase de la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision de 1976 qui s'appelait donc la décision Handicide. La Cour nous avait dit que la liberté d'expression, dit-elle, vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Eh bien, si on prend justement les deux critères de l'arrêt Handicide, on voit que dans notre droit pénal, les propos qui heurtent des fractions de la population n'ont cessé d'être de plus en plus réprimés. En revanche, les propos qui heurtent l'État sont, eux, de plus en plus supprimés. Et donc, on voit ici, sans doute, et là je fais une réflexion de philosophie du droit, on retrouve les propos du doyen Carbonnier sur l'idée de pulvérisation du droit objectif en droit subjectif. C'est-à-dire que ce sont les valeurs collectives, les valeurs communes qui régressent au profit des valeurs individualistes et communautaristes. Et toute l'étude de l'évolution du droit français montre justement ce socle républicain qui vacille sur, au contraire, un droit subjectif de plus en plus affirmé. Et sur les lois mémorielles, le rapport Caspi, le rapport sur les commémorations en France, a également constaté les commémorations sont de moins en moins nationales et de plus en plus particularistes. Le code pénal aussi, il est de moins en moins commun. C'est de moins en moins un droit commun et c'est de plus en plus un droit communautariste. Et enfin, je conclurai sur l'usage de la dignité dans le droit pénal. Mon collègue regretté Guy Carcassonne avait alerté, nous avons été tous très préoccupés par l'usage du mot dignité dans le droit pénal, dignité qui n'a jamais fait l'objet d'une définition objective, de telle sorte que chacun importe sa conception subjective de la dignité dans la façon de voir les choses. Et là aussi, je crois, comme mon collègue Guy Carcassonne, que la dignité qui était considérée comme jumelle et siamoise de la liberté est en train d'être utilisée comme un bourreau de la liberté. Et là-dessus, il faut également faire très attention.
Et j'ai remarqué aussi récemment, comme les juristes doivent parfois faire attention et y compris les juristes républicains et laïcs doivent faire attention à ce que raconte le pape, j'ai lu avec attention les discours du pape devant le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, et j'ai constaté que sur la question des droits, il avait fait une réflexion de ce type également, en disant qu'il fallait faire attention à ce qu'il y ait pas trop d'individualisme dans les droits individuels et particuliers illimités, et qu'il fallait peut-être retrouver aussi le sens de la verticalité et du bien commun et du droit commun. Donc je conclurai là-dessus. Je n'ai pas l'habitude de citer le pape mais là j'ai trouvé qu'il avait finalement eu un discours assez républicain. Merci.